Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour cette table ronde concernant l'intelligence artificielle et la sécurité. Alors, l'intelligence artificielle change le monde et va bouleverser tous les secteurs de l'économie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un des principaux protagonistes du monde de la high-tech. C'est Sundar Pichai, le PDG d'Alphabet, c'est-à-dire la maison mère de Google. Alors, l'IA va augmenter la créativité et la productivité. Ça, tout le monde est d'accord dessus. Elle va aussi accélérer le progrès scientifique. Mais rien n'est encore abouti. On est en plein bouleversement. Et donc, aujourd'hui, les modèles pullulent et entrent frontalement en concurrence pour attirer des capitaux qui sont bien nécessaires puisque c'est un domaine qui est très consommateur d'argent. La sécurité sera-t-elle prendre ce train en marche? Les applications de l'IA pour la profession sont nombreuses. Identification des personnes, détection des pannes et des fraudes, prévention de la récidive, pilotage des robots dans les usines par exemple. D'où cette question, l'IA, est-ce plus sûr ou plus risqué pour les métiers de la sécurité? Alors on va étudier plusieurs thèmes. Quelles sont les applications concrètes de l'IA pour la sécurité? Parce que tout le monde en parle, mais personne ne sait trop ce que ça fait exactement, concrètement. Combien coûte un système de vidéosurveillance qui est basé sur l'IA? Quelles précautions doivent prendre les utilisateurs en matière d'éthique? Et puis, l'utilisation d'un système à base d'IA nécessite-t-elle une formation particulière pour ceux qui l'utilisent? Alors, pour en débattre, j'ai invité à nous rejoindre sur cette table ronde Stéphane Le Douaré, qui est manager chez DSI Concept, mais qui est une société de nouvelles technologies implantée à Marseille, mais surtout qui est conférencier sur l'IA et qui vient de publier un livre en novembre dernier qui s'appelle Géopolitique de l'intelligence artificielle, un sujet passionnant. J'appelle Alain Fernbach, qui est président cofondateur de Videtix. Videtix est l'une des 4 sociétés retenues en janvier dernier par le ministère de l'Intérieur pour la vidéosurveillance algorithmique des Jeux Olympiques. Et vous aussi, vous êtes de la région, Sophia Antipolis. Alexandre Fous, qui est président de Strada, cabinet de conseil en sécurité globale. Philippe Leclerc, qui est responsable de la filière sûreté-sécurité de SafeCluster, un pôle de compétitivité qui regroupe 450 adhérents, et Luc Jouve, qui est président d'honneur de GPMSE, le syndicat patronal des sociétés de sécurité électronique. Alors, pour lancer ce débat, j'aimerais planter le décor avec Stéphane Le Douaré, qui est un généraliste, on peut dire. L'IA change le monde, affirme le PDG de Google. Mais cette technologie, cette rupture technologique, va-t-elle changer l'univers de la sécurité qui n'a pas toujours été à la pointe de l'innovation, on peut le dire quand même? Oui, bonjour, merci de m'accueillir dans ce salon. Alors l'intelligence artificielle, effectivement, change le monde, comme on le disait juste là, assis tout à l'heure, elle a déjà changé le monde, elle est déjà en train de changer le monde. C'est une révolution qui est une révolution lente, qu'on ne voit pas forcément partout, mais qui s'insinue partout et qui va toucher tous les secteurs et à tous les niveaux. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est que je la considère toujours, moi, comme un arc-en-ciel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les intelligences artificielles sont les couleurs de l'arc-en-ciel. Chaque intelligence artificielle est dédiée à quelque chose. Une va faire de la conduite autonome, une va faire piloter des drones, etc. Et pour l'instant, on n'est pas encore dans la lumière blanche, qui est l'intelligence artificielle suprême et que certains espèrent, certains refusent, etc. Aujourd'hui, sur la sécurité, l'IA est comme cet arc-en-ciel, il y a des couleurs et on la voit apparaître dans différents secteurs de la sécurité, donc certains niveaux de l'entreprise. Par exemple, dans le recrutement, par exemple, dans la technologie utilisée par les sociétés, dans les caméras de vidéosurveillance, par exemple, dans les drones, effectivement.
qui sont utilisés aussi, ou les robots. Et donc cette intelligence artificielle avance progressivement. Et ce salon est intéressant parce qu'on voit effectivement pas mal d'IA qui arrivent petit à petit, diffusent. Et alors concrètement, dans la sécurité, qu'est-ce qui peut se passer avec l'IA ? Dans la sécurité, il y a deux aspects qu'il faut voir. Le premier, c'est on va dire les adversaires de la sécurité. C'est ceux que vous avez en face de vous en tant que professionnels, qui eux vont utiliser l'IA, et l'IA de leur côté va leur permettre de développer des stratégies complètement différentes qu'on n'attend pas, puisque une partie des IA a cette capacité à imaginer des choses qu'on n'attend pas, à sortir du cadre. Et ces adversaires-là vont le faire, vont l'utiliser. Ils vont utiliser par exemple les drones pour un certain nombre de sujets comme les JO, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et se mettre beaucoup plus à la place de l'adversaire qu'avant, quand on est dans une société de sécurité. Ça me permet de passer la parole à un des praticiens de la sécurité, Jean-Luc Jouve. Vous, votre vision en tant que président d'honneur du GPMSE, l'IA dans la sécurité, ça apporte quoi pour vous ? Est-ce que vous en êtes déjà ? Où est-ce que vous en êtes et est-ce que ça apporte quelque chose de supplémentaire ? Oui, bien sûr. L'IA, ça fait quelques années déjà que notre profession utilise, et notamment en vidéosurveillance, des produits avec de l'intelligence artificielle embarquée. Ces produits montent en gamme, ces produits ont une puissance de calcul très importante, de plus en plus importante, et bien évidemment, ça amène des points importants en termes de sécurité. D'abord, une meilleure fiabilité des systèmes, une meilleure analyse des alarmes. Ça peut aussi aujourd'hui parfaitement bien compléter le travail d'agents de sécurité, puisque l'intelligence artificielle va nous permettre d'avoir de la détection de très haut niveau. Et bien évidemment, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est partie prenante de notre métier. Et j'imagine que dans les 3, 4 ou 5 années qui arrivent, les systèmes d'alarme traditionnels qu'on connaît avec un capteur, avec un détecteur infrarouge auront disparu au profit de petites caméras intégrées dans les systèmes qui vont nous permettre de recevoir sur les centres de télésurveillance non seulement l'alarme, mais en même temps une levée de doute de très bonne qualité. Alors, Alexandre Fuchs, je vous pose la même question. Selon vous, à quoi va servir l'IA dans la sécurité ? À quoi elle sert déjà ? Oui. Oui, parce que c'est la discussion qu'on avait tout à l'heure, c'est que finalement, les métiers de la sûreté, de la sécurité un peu plus, mais ces métiers de la sûreté sont finalement très peu disruptés par l'IA. C'est-à-dire que ça fait partie des systèmes qui, par essence, par définition, par nécessité de performance, notamment de levée de doute, ont toujours été à la pointe des innovations technologiques. Donc on parle aujourd'hui de l'IA de partout, sauf que ce que disait monsieur Jouve, c'est que finalement vous avez des acteurs institutionnalisés, donc des éditeurs qui éditent depuis quasiment 15 ans des prémices de solutions basées sur l'IA et qui sont aujourd'hui excessivement matures. La seule différence, c'est que nous, on a des freins objectifs que vous aviez cités il y a quelques temps déjà, ceux de l'éthique ou ceux des règles de compliance, et pour une bonne raison, pour des problématiques de respect des lois, des libertés, des droits fondamentaux. Mais quand vous allez sur des territoires type, vous allez en Chine, vous allez à Singapour, vous allez au Mexique, vous allez sur l'île Maurice, vous avez la réalité de ce que c'est que l'utilisation de l'intelligence artificielle tous les jours. Vous avez des énormes... Je prends par exemple en cas de figure en Chine, depuis 5 à 6 ans, vous avez des parkings dont la sûreté n'est plus réalisée par des hommes, ce sont des robots. Donc c'est de la robotique, avec à l'intérieur des centaines de patterns de châssis. Et donc ces robots complètement automatisés circulent et vérifient, concrètement c'est recherche de bombes, recherche de bombes, d'équipements incendiaires ou autres, et analysent systématiquement tous les véhicules présents. Et ça sans l'utilisation d'un seul à aucun moment d'une levée de doute qui est faite par un homme. Voilà, parce qu'ils estiment qu'à ce moment-là, la levée de doute est inintéressante et il faut tout de suite mettre les contre-mesures de sécurisation. Donc concrètement, vous en avez partout, depuis longtemps.
C'est juste qu'aujourd'hui, l'anxiété fait que les domaines autres que la sûreté et la cybersécurité se retrouvent aujourd'hui disruptés par l'IA. Donc de notre côté, c'est finalement notre quotidien. Donc, ce que l'on découvre dans le grand public n'a rien à voir avec ce que l'on a dans le monde professionnel, on est bien d'accord. Et là, je me tourne vers Alan Ferbach. Votre société a déjà fourni des solutions donc, d'analyse vidéo pour quelques grands événements sportifs. Pouvez-vous nous donner quelques exemples et nous expliquer à quoi peut servir l'IA dans ces circonstances ? Bonjour à tous. Récemment, on a déployé notre solution qui va être déployée aussi pour les Jeux Olympiques lors de la CAN, donc la Coupe d'Afrique des Nations, qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Parce qu'on a récemment en fait, créé une joint venture en Côte d'Ivoire. Et les enjeux, c'est justement autour de la gestion de foule. Ce qui est important quand il y a des événements sportifs, culturels, c'est de savoir combien il y a de personnes qui sont présentes. Est-ce qu'il y a une densité trop importante pour remonter une information? Est-ce qu'il y a un mouvement de foule? C'est tous ces éléments-là qui permettent, que l'IA permet d'avoir de manière plus fiable. Parce que comme il a été dit, ça fait longtemps qu'il y a des algorithmes qui essayent justement de générer des alertes, donc qui étaient plutôt à l'époque la détection de mouvement, qui marche plutôt bien en intérieur, mais par contre dès qu'on est en extérieur, c'est un sapin de Noël, il y a des alarmes de partout. Nous, on a le premier site qu'on a déployé, c'était une villa privée. Il y avait 50 caméras. La personne avait investi 650 000 € dans sa protection. Donc, il y avait barrière Soraya, enfin, il y avait tout. Mais sauf qu'il y avait aussi 2 chiens qui étaient en liberté. Et c'était dans la région, donc il y avait du Mistral. Donc, il y avait 200 fausses alarmes par jour. Et avec l'intelligence artificielle, on est passé donc, de 200 fausses alarmes par jour à 1 ou 2 fausses alarmes par semaine. Donc, l'IA continue à faire des fausses alarmes, mais on fait beaucoup moins et justement, on vient fiabiliser les systèmes déjà en place. Alors, il y a une des questions qui se pose, Luc Jouve, c'est combien ça coûte justement l'IA? Est-ce que 650 000 €. Oui, c'était pas mal. Bon, c'est pas moi qui je la mets pas chez moi, c'est plus cher que ma baraque. Hein. Oui, voilà. Combien ça coûte? Est-ce qu'il y a un coût supplémentaire quand on utilise un système basé sur l'intelligence artificielle pour la sécurité? Alors Patrick, ça c'est une question très franco-française. Parce que la sécurité, c'est effectivement, malheureusement en France, c'est considéré comme un coût par les entreprises, alors que c'est un investissement. Donc dire combien ça coûte, oui, ça coûte un peu d'argent, sauf que qu'est-ce qu'on gagne en face? Si effectivement, comme on vient de le voir, il y a une installation qui a coûté 650 000 € dans une villa, mais qui permet d'éviter d'avoir 10 agents 24 heures sur 24, on va amortir le coût de l'installation. Ensuite, combien coûte un attentat? Combien coûte un cambriolage? Combien coûte un vandalisme? Donc la sécurité, c'est un investissement. L'intelligence artificielle fait partie de cet investissement. Oui, bien sûr, une caméra intelligente coûte un peu plus cher qu'une caméra toute simple. Mais aujourd'hui, les coûts ont largement baissé. On peut dire que sur les 5 dernières années, le coût d'une caméra intelligente, une caméra thermique, ça a été divisé par 5 ou 6. Donc aujourd'hui, on est parfaitement bien sur des coûts accessibles. Et puis encore une fois, la sécurité, c'est un investissement. Et hier, nous disions sur une table ronde, on parlait d'assurance et de cyber, que que les assureurs en eux-mêmes, pour faire baisser le coût de l'assurance, demandaient une expertise cyber pour leurs clients. Si les clients l'acceptaient, plus le checklist était rempli, moins ils payaient de primes. Est-ce que c'est vrai aussi dans le monde de la sécurité-sûreté ? Alors, l'implication des compagnies d'assurance a beaucoup fluctué dans le temps. J'ai le privilège d'être un ancien dans ce métier et effectivement, il y eut une époque où les compagnies d'assurance imposaient un certain type de risque, que ce soit des commerces, certains commerces, bijoutiers, fourreurs à l'époque quand ça existait, etc., ou certaines villas, des systèmes de sécurité installés par des installateurs qui étaient certifiés par les compagnies d'assurance. Au fil du temps et compte tenu de la concurrence âpre qu'ont les compagnies d'assurance entre elles, cette demande est de moins en moins prégnante. Par contre, elle existe. Effectivement, il existe des risques où la compagnie d'assurance, l'assureur, va imposer à son client un système de sécurité d'un certain niveau, où, là encore, en France, il existe 2 types d'installateurs.
et quand je dis ça, ce n'est pas du tout un critère de qualité, puisque le critère ne se pose pas là-dessus, mais il existe des installateurs qui sont certifiés, NF Service Absad, donc certifiés par les compagnies d'assurance. C'est une certification volontaire, puisque je vous rappelle qu'en France, à la différence de beaucoup de métiers, n'importe qui demain peut ouvrir, installer un système de sécurité chez des particuliers ou chez des professionnels. C'est-à-dire que vous êtes sorti de Fresnes la veille, vous ouvrez une société, vous allez taper aux portes, vous rentrez chez les gens qui vont vous dire mon coffre-fort il est là, mon ordinateur de R&D elle est là, et personne ne vous demande rien, puisqu'il n'y a aucun diplôme, aucune compétence requise par l'État, à la différence de la sécurité privée, où un agent de sécurité doit bien sûr avoir une autorisation d'exercer, ainsi que le dirigeant de l'entreprise de sécurité privée. Alors, en aparté, nous, professionnels, nous demandons depuis longtemps qu'il y ait à minima une enquête de moralité sur les techniciens et sur ceux qui vont rentrer dans les entreprises, qui vont détenir tous les codes, à minima. Malheureusement, les pouvoirs publics aujourd'hui ne répondent pas favorablement à cette demande. Donc, pour revenir à la certification, il y a d'une part des entreprises certifiées par les compagnies d'assurance qui représentent à peu près 5-10% du marché. C'est donc une certification volontaire liée à l'AFNOR. Et il y a après toutes les autres entreprises qui n'ont pas de diplôme particulier, entre guillemets, même si elles peuvent être très compétentes et qui vont faire de la sécurité. Donc, pour répondre à votre question, oui, de temps en temps, il y a des demandes des compagnies d'assurance, mais qui ne sont pas toujours faites. Et si on en revient aux normes, dans les normes donc, de certification, les normes ABSAD, bien évidemment, il y a un volet cybersécurité qui est inclus aujourd'hui dans les normes d'installation de vidéosurveillance, de contrôle d'accès ou de détection d'intrusion. Merci. Alors Philippe Leclerc, au quotidien, vous travaillez avec des sociétés de pointe au sein de Safe Cluster. Et pouvez-vous nous expliquer justement comment se prépare la mise sur le marché de ces nouveaux produits, nouvelles solutions à base d'IA? Je suppose que ça nécessite par exemple des expérimentations. Oui, alors moi je travaille pour un pôle de compétitivité qui est axé sur la sécurité. Voilà. Et qui est en région, et l'objectif est de stimuler l'innovation dans ce domaine, sur cette filière. Alors, une des particularités de notre pôle, c'est d'opérer des expérimentations pour, d'une part, juger des réponses technico-opérationnelles des solutions qui sont mises en œuvre, solutions qui doivent répondre à un cas d'usage bien spécifique, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour offrir un catalogue de solutions à un opérateur, mais bien pour lui proposer une réponse à une problématique. Donc on met des industriels en situation réelle, d'attentats terroristes, d'introduction de sources radioactives, d'attaques de drones. On va évaluer la réponse de leur matériel face à ces menaces sur des scénarios qu'ils ne connaissent pas. Mais on va aussi étudier le cadre juridique. Est-ce que une analyse d'impact a été faite? Est-ce qu'elle est cohérente? Est-ce que la CNIL va accepter? Est-ce que c'est conforme RGPD? Ainsi qu'une approche humaine, une approche sociale et sociétale sur l'acceptabilité du public, l'acceptabilité des agents de sécurité. Est-ce qu'ils vont pouvoir s'approprier la technologie? Est-ce qu'ils vont pouvoir l'utiliser? Est-ce que ça va faire partie d'une formation lourde ou pas? Quelles seront les conséquences en termes d'empreinte RH pour l'opérateur? Est-ce qu'on va diminuer ou au contraire devoir augmenter cette empreinte? Est-ce que l'opérateur du site va accepter de mettre en place des caméras, des scanners corporels face à son stade, à son site? Donc on étudie tout ça et c'est une chance à la fois pour l'opérateur qui va pouvoir juger des performances du matériel, savoir si ça lui convient, et puis in fine peut-être d'avoir une solution sur mesure pour son site, mais aussi de l'autre côté du spectre pour l'industriel qui va pouvoir faire évoluer en quelque sorte son matériel en fonction des conditions climatiques, de l'aspect du site, de sa physionomie, et puis il l'aura éprouvé face à du grand public en conditions réelles. Donc nous on plaide pour ces mises en place d'expérimentations qui sont vraiment du gagnant-gagnant,
et qui permettent d'intégrer vraiment toutes les caractéristiques et toutes les approches possibles à 360 pour qualifier un matériel. Alors Luc Jouve, vous avez un petit peu parlé du sujet tout à l'heure, mais est-ce que les sociétés de sécurité électronique sont prêtes à basculer dans le monde de l'IA, et quelles sont celles qui sont les plus, disons, à l'affût des innovations? Est-ce que c'est les petites structures, les start-up, par définition oui, mais les petites structures, les installateurs régionaux, ou alors les grands groupes? Ou tous? Alors aujourd'hui, je vais dire tous, parce qu'un installateur, qu'il soit petit, moyen ou gros, ou un intégrateur qui ne travaille pas avec de l'IA, est voué à disparaître. Puisque de toute façon, aujourd'hui, et encore une fois, notamment en vidéosurveillance, tous les produits comportent de l'IA. Donc ça pose peut-être un peu plus de difficultés pour les petites PME, pour des raisons de recrutement, de formation, puisque bien évidemment, aujourd'hui, on demande à un technicien d'avoir d'autres compétences qu'on pouvait demander à un technicien il y a encore 5 ans, parce qu'il raccordait un système de vidéosurveillance ou un système de sécurité ou de contrôle d'accès traditionnellement. Donc effectivement, ça demande plus de formation et de compétences informatiques. Aujourd'hui, on va dire qu'on recrute dans nos entreprises au niveau BTS. Et puis après, bien sûr, il y a des anciens qui sont en formation continue, etc. Mais on est sur cette notion et surtout l'intelligence artificielle, donc tout ce qui est numérique, fait apparaître de nouveaux risques dans nos métiers. Et donc, ça demande des paradigmes aussi qui sont complètement différents parce que aujourd'hui, nos systèmes ne sont plus indépendants. On va toujours dépendre, quand on est dans une grosse entreprise, quand on fait une installation dans une entreprise plus importante, du DSI. On va être dépendant quand on est dans une PME, chez un commerçant, le système il va être accordé sur une box qui est administrée uniquement par le client. Donc, qu'est-ce que nous, on amène? Tous nos clients aujourd'hui veulent bien évidemment avoir accès à distance à leur système via leur smartphone, etc. Donc, nous avons un rôle de formation très important en expliquant aux clients qu'il ne faut pas se connecter sur un Wi-Fi ouvert dans une gare ou dans un aéroport. Alors, ça paraît banal quand on le dit entre nous, puisqu'on vit là-dedans, mais on s'aperçoit que c'est loin d'être banal. Et puis, quand on voit les dernières informations et qu'on a un ingénieur de la ville de Paris qui se fait piquer son cartable dans le train... avec une clé USB. Avec des clés USB en plus, qui utilisent des clés USB encore aujourd'hui, on peut s'interroger sur le niveau d'approche de la sécurité globale. Donc, nos métiers, nous avons un rôle important de formation auprès de nos clients. On ne doit pas se contenter à simplement installer les systèmes. La formation est importante et bien évidemment, nos techniciens doivent monter en qualité et en compétences en fonction des nouveaux algorithmes, puisque les fabricants, que ce soit de systèmes vidéo, que ce soit de télésurveillance, tous les jours amènent de nouveaux algorithmes et il faut bien que nos techniciens soient capables de l'installer et de les maintenir. Merci Luc, vous avez parlé de formation et ça me permet de revenir vers vous Alan, parce que tout à l'heure vous avez annoncé un prix, alors c'était vraiment un modèle type j'imagine, mais j'ai une double question. J'imagine que 650 000 €, ce n'est pas toujours le montant de ce que vous installez, et au regard de votre propre expérience de ces installations, puisque Luc vient de parler de formation, est-ce que ça nécessite une formation? Alors le coût et la formation. Alors sur le coup, les 650 000 €, nous on n'était pas arrivés encore, c'était vraiment l'installation des caméras, tirage de câbles et tout ça. Donc nous c'est bien moins que ça, et justement en fait quand on a réfléchi au business model de Videtix, on se dit qu'il n'y a pas que les grandes collectivités qui peuvent avoir justement des besoins en sécurité, en comprendre comment son citoyen utilise l'espace public, etc. Donc nous en fait notre prix il est assez simple, c'est 500 € par an par caméra. Ça c'est le prix public. Et après, plus on a de caméras, bien évidemment, plus ce prix-là va chuter. Mais par exemple, une ville proche d'ici qui est Tretz, qui est une petite collectivité, on vient de déployer notre système de dépôt sauvage. Ça a coûté moins de 20 000 €. Saint-Paul-de-Vence, petite collectivité très touristique qui veut savoir combien il y a de touristes qui passent chaque jour, chaque mois, chaque semaine. À moins de 10 000 €, on les a équipés. Donc en fait, on peut vraiment s'adapter à tout type de budget
Et c'est vraiment la volonté qu'on a prise. Et sur la partie formation, on a vraiment travaillé énormément sur l'UX design de notre solution pour qu'elle soit vraiment le plus simple à comprendre et qu'elle s'intègre vraiment avec les applications aussi métiers. Souvent, quand on déploie nos systèmes, on a ce qu'on appelle donc des VMS, les Video Management Systems. On vient totalement s'intégrer avec ces logiciels-là parce que les opérateurs ont eu une formation pour comprendre et maîtriser ce logiciel. Et notre but, c'est de renvoyer les informations sur ce même logiciel. On a tous l'image des CSU où il y a 30 000 écrans. On ne va pas leur ajouter un énième écran, c'est clairement pas notre vision. Notre vision, c'est que l'intelligence artificielle est là en fait pour digérer le flux d'informations qui est constant et bien trop important. Le constat qu'on a fait, c'est que 99% des flux qui sont générés par les caméras de vidéoprotection sont jamais visualisés, jamais analysés. Donc c'est-à-dire que les collectivités, les entreprises privées sont assis sur une mine d'or de données qui n'exploitent absolument pas. Et donc c'est pour ça qu'on a créé Videtex Perception, pour pouvoir exploiter cette donnée-là et justement voir ce système, ce dispositif de caméra, non plus seulement comme un coût, parce qu'en fait on va l'utiliser pour gérer la propreté de la ville, parce que plus il y a de personnes dans la rue, plus il y a de déchets dans les corbeilles. Donc la logistique urbaine, elle a un grand intérêt à avoir cette information-là. La DGA, côté économie d'une collectivité, veut savoir comment les citoyens utilisent l'espace public pour dire à ses commerçants, bah voilà, on a fait telle et telle politique, il y a ça qui s'est amélioré et ça ramène ça en plus de personnes sur le trottoir, nord, sud, etc. Donc en fait, on commence à voir un shift de seulement un coût versus du business et avoir de la data pour orienter le business. Alors Alexandre Fous, je vous repose un peu la même question. Qu'en est-il de la formation pour vos collaborateurs qui sont dédiés à l'IA ? C'est une question assez complexe. Parce que, est-ce qu'on va vers le... Quand on parle d'IA, en gros, il y a plusieurs manières de réfléchir à la chose. C'est qu'il n'y a pas d'IA sans data. Est-ce qu'on a des collaborateurs qui sont plutôt orientés, qui viennent de la maths, ou est-ce qu'on a qui viennent du développement ? Et de l'autre côté, souvent, et c'est l'un des problèmes de l'IA, très clairement, c'est les cas d'usage. Les cas d'usage, ceux qui les ont, c'est les métiers. Sauf qu'on a une problématique assez simple, c'est qu'on a des métiers finalement qui s'affrontent. Le métier du développement et de la maths, qui est souvent appliqué certes, mais pas dans des cas d'usage spécifiques, parce que concrètement, c'est des populations qui ne s'intéressent pas trop. Et de l'autre côté, des populations qui ont une problématique du run, donc le run immédiat, alors que là, ce dont on est en train de parler demande de la logique de prospective, de réflexion, de prise de recul et de réfléchir dans une notion de service. Donc, par rapport à aujourd'hui mon fonctionnement, pour pouvoir répondre à des clients à la fois qui peuvent être du CAC 40 ou une ETI qui a un site un peu spécifique, concrètement, qui fait de la logistique d'un côté, de la R&D de l'autre, mais qui a également une partie de son siège, il n'y a pas 50 manières de faire. C'est que dans mes équipes, on a des socles techniques, d'expertise, et notamment des experts qui, chez moi, viennent plutôt du monde de la data, qui viennent du monde du développement, parce que ce qui est plus proche finalement de l'atterrissage et du cas d'usage. Par contre, chacun d'entre eux a dans ses expériences construit ses expériences sur de la réalité métier. Donc concrètement de la sûreté opérationnelle, de la cybersécurité dans la capacité de répondre à de l'incident, de l'incidentologie ou de la sécurisation dans le design. Donc concrètement, il y a de l'expérimentation. On fait beaucoup d'expérimentation avec des clients qui ont aussi besoin d'avoir ce transfert de savoir-faire. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup. Moi, je considère qu'aujourd'hui, la notion, par exemple, de prestataire de conseil est quelque chose qui est en train de disparaître, plutôt au profit de partenaires, parce que la réalité, c'est que finalement, nous, on s'engage sur du résultat, très clairement, et dans ce qu'on est en train de faire, nous-mêmes, on doit expérimenter en même temps que nos clients. C'est une co-construction, on le fait avec eux, et surtout, on adopte une démarche qui est parfois complexe, c'est qu'on adopte la notion d'échec. On peut se tromper, la technologie est potentiellement, ou l'expérimentation n'est pas viable dans le métier, ou n'est pas mature, ou les cas d'usage ne sont pas matures, ou c'est trop cher. On revient à un sujet fondamental qui est le coût certes de formation par l'efficacité et le prix. Parce que le prix, ça varie. Ça va de 0 à 1 200 €. Ça dépend quel filtre vous voulez. Voilà. Et ça, c'est après, on revient sur le métier, comment vous consommez. On revient sur un modèle finalement de consommation. Merci Alexandre.
Je vais revenir sur une autre problématique qui est attachée à l'intelligence artificielle, et d'ailleurs avec toute la nouvelle technologie ou toute la donnée. En décembre dernier, le Conseil d'État a annulé une décision du tribunal administratif de Caen qui obligeait une collectivité territoriale à effacer les images de caméras de vidéoprotection utilisant le logiciel d'analyse vidéo synopsis de la société Briefcam. Depuis plusieurs mois, la polémique enfle en France entre les défenseurs des droits de l'homme et les municipalités ayant adopté cet outil d'analyse vidéo. L'affaire n'est pas close, tant le sujet de reconnaissance faciale exacerbe tous les esprits. Et là, je me tourne vers Luc. Sans gros mots, Luc. Que pensez-vous de la réglementation française en matière d'intelligence artificielle ? La réponse est dans votre question. Bien évidemment, les technologies, les installateurs, nous sommes bridés par une réglementation qui, à mon sens, vu côté installateur, est trop draconienne. Nous avons la chance d'être dans un pays de droit. Donc effectivement, ce qui cristallise aujourd'hui tout le monde, c'est notamment la reconnaissance faciale. Je ne vois pas en quoi le fait d'utiliser des logiciels de reconnaissance faciale dans des cas très précis peut mettre en péril notre pays, notre façon de vivre. Dès lors on va prendre quelques exemples très simples. Dès lors qu'un juge a pris une décision, ce n'est pas un installateur, ce n'est pas une mairie, ce n'est pas une administration, un juge prend une décision, par exemple, d'un interdit de stade. Il va dire, Monsieur Dupont, pendant 6 mois, vous n'avez plus le droit de mettre les pieds au stade Vélodrome. En quoi le fait de mettre la tête de cette personne dans un logiciel de reconnaissance faciale peut atteindre à sa liberté, dès lors qu'il a une sanction et qu'un juge a pris une décision. Et si on arrive à ça, ça va permettre de libérer beaucoup de temps pour les forces régaliennes qui peuvent se faire autre chose. Ça va libérer du temps pour les sociétés de sécurité privée qui, si jamais quelqu'un qui n'a pas le droit de rentrer dans le stade se présente, ça va matcher. Les logiciels marchent très bien. On a fait visiter la gare Atocha, je reparle de ça, à Madrid, où il y a de la reconnaissance faciale. Ça fonctionne très bien entre la Guardia Civile, la sécurité privée. Et je n'ai pas l'impression, quand je vais à Madrid, d'être dans un pays totalitaire. De la même manière, il y a des fichiers de personnes recherchées. Ça serait quand même simple de mettre, lorsqu'une personne est recherchée, un enfant qui a disparu par exemple, on va mettre le visage alerte enlèvement à la télé. Pourquoi ne pas mettre cette image dans des logiciels de reconnaissance faciale, puisque sur toutes les autoroutes, dans toutes les gares, dans toutes les villes, dans tous les aéroports, il y a aujourd'hui des caméras. Ça permettrait d'être plus efficace, d'être plus rapide. Techniquement, on sait faire, puisqu'aujourd'hui, les pouvoirs publics sont capables d'avoir des radars qui vont aller voir à l'intérieur de votre voiture, si vous utilisez votre smartphone, si vous avez votre ceinture de sécurité, etc., sachant que je vous rappelle qu'un véhicule est une propriété privée. Ça n'empêche pas aujourd'hui d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Il y a même des voies réservées au covoiturage où tu comptes et tu regardes combien il y a de personnes dans la voiture. Donc c'est vrai que pour voilà. le coup... Donc effectivement, je trouve qu'il est dommage qu'on ne puisse pas utiliser, et on voit bien, même pour les Jeux Olympiques, que les expérimentations, ou en tout cas ce qui va être mis en place, est extrêmement restreint. Bien évidemment, il faut raison garder. Bien évidemment, il faut que toutes ces décisions soient prises par une juridiction. On n'est pas en Chine, on n'est pas. Mais après, il y a d'autres pays où ça se passe très bien. On parlait de Singapour tout à l'heure. Quand vous allez dans ces pays, vous n'avez pas l'impression, Dubaï, vous n'avez pas l'impression d'être des pays totalitaires. Et pourtant, ça fonctionne bien. En janvier, j'étais sur un salon à Dubaï où effectivement, on voit bien que toute cette partie intelligence artificielle est vraiment très en avant
et utilisé dans beaucoup de smart cities, etc., bien évidemment. Alors Stéphane Le Douaret, on va parler d'un domaine qui est voisin de la sécurité, c'est-à-dire le monde militaire. Il faut dire quand même que les technologies militaires sont dégradées souvent pour être appliquées au monde civil. Et donc j'aimerais bien que vous nous expliquiez comment vous voyez le monde de la guerre et l'intégration de l'IA dans ce domaine-là. On le voit avec le conflit en Ukraine, on le voit aussi avec le conflit à Gaza, bien que ces deux guerres n'aient rien à voir l'une avec l'autre, avec l'arrivée massive d'IA dans le monde militaire. Comment vous voyez cette évolution là aujourd'hui et à l'avenir? Alors, déjà, bon, j'aurais juste voulu rebondir une chose sur ce qui se passe. En fait, pour la dernière question, c'est un peu une hypocrisie de penser qu'on a des problématiques avec de la reconnaissance faciale, parce que d'une part, tous les petits logiciels qui sont sur nos smartphones, qui s'appellent TikTok, etc., qui nous prennent en photo, qui nous prennent nos visages, ça c'est déjà fait, les bases de données sont déjà sorties. Donc se dire qu'on va perdre quelque chose, c'est une vaste hypocrisie pour moi. La partie éthique, je ne vais pas en parler parce que j'en parle dans mon livre sur la partie éthique. C'est globalement dans le monde, l'éthique est différente selon les civilisations. Donc il faut regarder ça d'un peu plus près. C'est pas en 2 minutes. Et on va parler de l'éthique tout à l'heure aussi dans ce débat. C'est un peu compliqué. Sur la partie militaire, effectivement, la guerre en Ukraine a montré le développement des petits drones qui ont fait beaucoup de mal aux deux armées, et une adaptation du monde militaire à ces petits engins qui n'étaient pas prévus au départ. Et de l'autre côté, à Gaza, on a vu des troupes, entre guillemets, qui ont été sous le radar parce qu'ils n'ont pas du tout utilisé les outils numériques. Ils sont passés avec des vieux systèmes, et donc là, on n'a rien vu. Et donc, d'un côté comme de l'autre, au départ, on va dire les armées étaient un peu aveugles. Donc ça donne quoi? Ça donne aussi les outils qui attaquent des navires en mer Rouge et qui, on se retrouve avec des missiles qui coûtent 1,5 milliard pour taper un drone qui arrive et qui fait 400 000 euros au grand maximum. Donc on a des vrais problèmes financiers. On revient toujours finalement à la finance. Ça donne aussi, dans le futur, une modification de pas la doctrine, mais la façon, par exemple, d'attaquer un village où, quand on est chef de section, on a au départ des hommes, on sait que certains vont partir à droite, d'autres à gauche, etc. Mais là, demain, on aura des drones, déjà un drone par section qui va ouvrir le champ de bataille, et puis peut-être un jour dans le binôme des fantassins, même un drone par binôme. Et on voit aussi des systèmes aujourd'hui de réalité augmentée avec des casques qui sont pas présents ici, mais vus par l'armée et notamment l'agence de l'innovation de défense en France, avec des espèces de petites caméras un peu comme l'Oculus d'Apple, et qui va donner en fait un écran au fantassin qui va s'ouvrir devant lui, un écran virtuel qui va le suivre, il va pouvoir avoir une connexion en même temps qu'il voit le terrain. Donc il y a des choses nouvelles qui arrivent effectivement et qui redéfinissent la façon dont l'homme va combattre. Il y a les exosquelettes aussi les drones de support. On a parlé des drones d'attaque, mais il y a des drones de support, il y a des drones de défense antiaérienne qui vont faire des espèces de dômes de milliers de drones qui pourront se reconnecter ensemble. Il y a des drones sous-marins, il y a beaucoup de choses qui changent en fait. Et alors, vous parlez juste là de la guerre sur le terrain, mais au niveau de la conception du quartier général, est-ce que ça va changer aussi la conception même de la guerre? Oui, c'est une redéfinition en fait de l'ensemble. Moi, je viens d'un monde militaire où nos pendants américains, leur devise c'était Eyes Beyond the Line. Et nous, c'était au-delà du possible. Donc, c'est aller voir au-delà du possible. Rien que ça, au lieu d'aller envoyer des hommes au-delà des lignes ennemies, on envoie un petit drone et ça suffit. Et donc, en fait, il y a quasiment... on venait de l'impératrice Eugénie, elle pourrait se retourner dans sa tombe parce que ce régiment ne sert quasi plus à rien si on envoie des drones et qui remplacent les humains. Donc, il y a effectivement, ces humains-là vont pouvoir être mis ailleurs pour faire d'autres missions. Les missions sont vraiment à redéfinir dans tous les domaines. Pour revenir au monde civil, parce que là on s'est vraiment projeté sur le monde militaire, le 2 février dernier, les 27, l'Union européenne, ont validé le projet d'IA Act,
qui doit maintenant passer au vote définitif. Et ce règlement imposera une analyse d'impact, une transparence des modèles d'IA pouvant entraîner des risques pour la santé, la sécurité, les droits fondamentaux et la démocratie. Et surtout, il est interdit aux IA la catégorisation des opinions politiques, religieuses, philosophiques, celle de l'orientation sexuelle et la race. Alors Alan Ferbach, l'éthique c'est une question centrale en matière d'IA. Donc les plus grands groupes technologiques mondiaux se sont penchés sur le sujet. Les dérives sont toujours possibles. Ça pourrait susciter un rejet massif de la part de l'opinion publique. À votre avis, est-ce qu'on peut allier sécurité et éthique au regard de votre expérience ? Oui, clairement, on peut, parce qu'il y a toujours ce débat qui est autour de la reconnaissance faciale et qui gangrène aussi pas mal les débats, et que dès qu'on sort reconnaissance faciale, il y a les pour et les contre qui s'affrontent. Il y a plein de choses qui sont extrêmement intéressantes à faire dès maintenant, qui sont bien loin de la reconnaissance faciale et que justement, malheureusement, on ne peut pas faire au vu de la réglementation. Et ce qu'on voit, en fait, il y a un shift entre le RGPD que tout le monde connaît maintenant, qui était principalement basé quand même plus sur la finalité. Qu'est-ce qu'on va faire de ces données ? Et typiquement, la CNIL, sur les caméras augmentées, ça fait maintenant 1 an et demi qui se sont positionnés. Par exemple, quand la finalité, c'est faire du comptage, des statistiques, il n'y a pas de débat, on peut le faire. Par contre, quand c'est pour lancer une alerte qui est opérationnelle, là, il y a sujet. Et justement, la CNIL se retourne vers l'État en disant légiférer. Donc, il y a eu justement ce décret qui est sorti qui nous permet là de pouvoir expérimenter jusqu'au 31 mars 2025 des solutions, mais vraiment très strictes, justement, sur principalement de la gestion de foule, donc du mouvement de foule, ce genre de choses-là. Mais on n'est toujours que sur la finalité. L'AI Act, là, on ne va pas être que sur la finalité, même si justement le crédit social, etc., ça c'est de la finalité. Mais il y a aussi en fait comment on fait l'IA. Et ça, c'est assez intéressant parce que nous, Vidéthique, c'est vidéo et éthique. Donc éthique, c'est vraiment notre valeur centrale et on fait attention à aussi comment on la crée. Donc nous, par exemple, on a 4 personnes chez nous qui sont des annotateurs. Donc c'est des personnes qui viennent labelliser les images. Et ça, par exemple, on pourrait très bien le sous-traiter en Inde ou en Madagascar. Toutes les semaines, on reçoit des mails pour faire ça. Mais nous, on souhaite le faire en interne parce qu'en plus, les données qu'on traite sont critiques. Des fois, on travaille avec justement le milieu de la défense ou de l'armée. Donc, du coup, c'est important de le faire en interne chez nous. Et ça, l'AI Act va prendre ça en compte. Par contre, moi, je mets un gros flag quand même de dire il ne faut pas que ça tue l'innovation en France. Il ne faut pas en fait qu'on se retrouve à ne pas avoir de producteurs d'IA. Et du coup, se retrouver à demander à des Américains et les Asiatiques de protéger justement nos événements parce qu'en fait, on n'a pas de technologie en France. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important et d'où l'importance de faire des expérimentations sur le sol français pour aussi, là c'est sur la partie un peu plus économique, mais après, les sociétés françaises, ils veulent aller à l'export. Si quand on arrive à l'export, on n'a aucune référence du pays qui nous connaît le mieux, c'est un peu compliqué. Donc l'AI Act, il faut quand même vraiment faire attention sur que ça va bien tuer l'innovation. Il ne faut surtout pas que ça fasse ça. Alors Stéphane Ledouaré, tout à l'heure je vous ai interrompu quand vous avez fait une petite incursion sur l'éthique. Maintenant c'est à vous et vous dites aussi attention au cloud chinois. Oui, alors avant, effectivement, je rejoins Alan sur ce sujet de problématique de RGPD. Juste un exemple, on réfléchissait à faire un POC, sur de la reconnaissance faciale avec les affaires étrangères, ministère des Affaires étrangères quand même, parce qu'on a un réseau d'ambassades qui est le 2e réseau au monde et qu'il fallait à un moment réfléchir à comment les sécuriser et faire un POC sur de la reconnaissance faciale via leurs caméras. Deux endroits avaient été localisés en France par les affaires étrangères et puis on a été arrêté par le RGPD. Donc impossible de développer une IA comme ça en se tirant une belle balle dans le pied. Voilà, donc moi j'ai plaidé à l'époque pour un RGPD 2.0 parce qu'il y a des choses à faire. Il faut absolument revoir ce programme. Sur l'éthique et la question c'était, je me suis emballé là, mais du coup j'ai perdu la question. Sur le cloud chinois. Le cloud chinois, voilà. Si on prend par exemple les sociétés on ne va pas citer de marque, mais les sociétés de caméras qui sont mises dans les immeubles aujourd'hui, quand on construit un immeuble en France, on se rend compte que quand on branche ces caméras, de suite, il y a un flux qu'il faut d'ailleurs absolument couper, qui envoie directement des images sur des clouds qui sont situés en Chine. Et donc on se rend compte que les Chinois sont en train de récolter tranquillement toutes nos images. Et éthiquement, que fait-on ?
Comme je disais, l'éthique, c'est différent selon les différentes sociétés. Un Chinois, lui, il vit avec le monde, il n'a pas de conscience individuelle, donc son éthique va pas être la même qu'un occidental ou qu'un africain. Voilà, donc bon, c'est des sujets que j'ai beaucoup écrit dessus dans mon livre, donc je vous renvoie à Géopolitique de l'IA pour ça, mais l'éthique est un sujet. Moi, je n'ai pas trouvé de solution encore. Alors Alexandre Fous, justement, quelles précautions doivent prendre les utilisateurs d'IA en matière d'éthique? Déjà, pas avoir peur. D'accord. Non, je dis ça parce que je pense que c'est un sujet fondamental. C'est qu'il y a beaucoup d'anxiété. Et il y a de l'anxiété, ce qui est assez marrant, je dirais, pas au niveau aux directions générales. L'anxiété, elle est plutôt au niveau du top middle management. Je pense notamment aux directions de la compliance, aux directions risque, qui finalement se disent pas de bras, pas de chocolat, c'est-à-dire pas de cas d'usage, pas de problème. Bon, c'est un peu difficile, sachant que c'est des fonctions support qui sont plutôt dans une logique d'appuyer les organisations, la performance, l'efficacité. Face à ça, je pense qu'il faut remettre les postulats de départ. Les technologies sont neutres, par essence. L'éthique, c'est pareil. Est-ce que l'éthique, c'est quelque chose de sociétal ou est-ce que c'est quelque chose qui est propre à chacun? Donc, moi, j'ai tendance à croire que la notion d'éthique est un vrai problème aujourd'hui dans sa propre définition. Maintenant, de manière très simple, si on part du principe que les technologies sont neutres, qu'on a des cadres réglementaires comme le RGPD, encore une fois, qui est un cadre de définition, pas un cadre d'interdiction, qui vient se rajouter après sur certaines spécificités ou sur des principes d'interdiction que la CNIL peut avoir. D'ailleurs, je me pose des questions, puisque on dirait que la CNIL, c'est le grand gourou au-dessus de la Cour de cassation aujourd'hui et du Conseil d'État. Par rapport aux utilisateurs, c'est de rester sur leur cas d'usage. C'est aussi simple que ça. Et c'est pareil, l'IA, c'est pas magique. Il n'y a pas de données, il n'y a pas de data, il n'y a pas de cas d'usage. Vous n'avez pas de base biométrique, vous n'en utilisez pas, vous ne pouvez pas reconnaître de gens. Donc c'est aussi simple que ça. Donc de fait, technologiquement, vous avez des freins qui font que s'il n'y a pas, vous ne pouvez pas faire. Et derrière, c'est cette capacité à utiliser, encore une fois, les armes quand même structurantes comme les analyses d'impact, qui sont aujourd'hui, par rapport à ce que le RGPD a pu proposer, quelque chose de très construit, qui répond à toutes les questions juridiques, économiques, de cybersécurité, de licéité du traitement, tout est là. La question après, c'est est-ce que les entreprises ont le courage ou non de se dire qu'elles vont expérimenter et se confronter au fait que potentiellement, on pourra leur dire a posteriori, votre cas d'usage, il est limite. Donc, parce que concrètement, ce que le RGPD dit ou ce que le Patriot Act l'IA Act essaye de dire, concrètement, c'est des choses qui sont déjà de base aujourd'hui concrètement appliquées par les entreprises ou par les collectivités territoriales. Alors Philippe Leclerc, une question connexe. Dans ce monde où les machines, les solutions logicielles prennent de plus en plus d'importance, qui doit prendre la décision? C'est l'homme? C'est l'humain? Alors, je dirais que la sécurité, c'est la confiance. C'est la confiance dans l'humain, dans les gens qui nous ont contrôlés à l'entrée, dans l'humain qui est derrière les caméras de télésurveillance, qui va pouvoir faire sa levée de doute. Et demain, ça sera la confiance dans l'IA. Donc pour ça, il va falloir comprendre comment résonne l'IA. Il va falloir comprendre quels sont ses biais, les biais technologiques. Il va falloir qu'elle nous rende compte. Donc c'est sur ces caractéristiques-là de confiance entre l'homme et l'IA que la sécurité va pouvoir être plus performante, évoluer et in fine être acceptée par la population. Et c'est cette base de confiance, de compréhension, de pédagogie aussi peut-être, qui va nous permettre de faire avancer l'IA dans la bonne direction. Très bien. Alors en sorte de conclusion, on peut parler de prospective. Et Stéphane Le Doiret, comment vous voyez l'avenir de l'IA, justement un mariage harmonieux entre l'homme et la machine? Alors, l'IA, il y a deux choses qui ressortent de cette discussion. La première, c'est qu'il faut penser à la vitesse. La vitesse, c'est un élément important. L'IA, ça va très vite. On a vu le développement de ChatGPT qui a explosé. Dès qu'il y a de l'IA, ça va très vite. La deuxième chose que je pense, c'est mobilis in mobile, comme disait le capitaine Nemo. Il faut être mobile dans un élément mobile. Quand on est une société qui est dans la sécurité,
Il faut vraiment arriver à s'adapter, hein, comme on dit, mais ça va encore plus vite, la vitesse. Du coup, il faut être encore plus mobile. Ça, c'est pour moi un point fondamental. Le futur, c'est ça, en fait, c'est utiliser l'outil pour ne pas opposer l'humain et la machine, comme on voit souvent, hein, comme je vois par exemple dans le renseignement, on dit le renseignement humain, c'est la base, c'est la source, c'est le Graal, etc. Le renseignement humain, mais le renseignement du réseau numérique, non, ça on s'en fiche, non. Non, il faut comme dans ce salon, comme on voit ici, il y a d'un côté de la cyber, d'un côté des sociétés très brick and mortar, on va dire, qui font de l'humain. Il ne faut pas opposer les deux, il faut mixer les deux. Et le futur, c'est ça, c'est de mixer et ne pas opposer, et de connaître l'ennemi aussi. Civis pacem para bellum, encore un élément latin, mais si tu veux la paix, prépare la guerre, connais ton ennemi, va sur ChatGPT, regarde les IA, qu'est-ce qu'elles font, etc. Et mettons un peu moins de normes, en tout cas des normes un peu plus pensées pour le futur. Eh ben, merci pour cette conclusion. On a quelques minutes là pour donner la parole à la salle. Si vous avez des questions, si vous n'hésitez souhaitez, pas. J'ai un micro à votre disposition. N'hésitez pas à poser des questions à nos intervenants sur ce domaine tout particulier, IA et sûreté sécurité. Voilà. Eh bien, dites donc, c'est que vous avez été hyper clair. Hein. Voilà. Pas de questions ? Ah, voilà. Madame, N'ayez pas peur. vous vous présentez et... Oui, bonjour. Alors, moi, je suis une hybride commerciale, mais j'ai fait 15 ans de gestion de discothèque sur Marseille. Donc, c'est vrai que la problématique de la visibilité, la gestion de foule, qui est qui a la prérogative et des gens qui reviennent, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Qui a l'accès, qui est qui pour accéder à un usage, un service, un lieu. Donc, ça, c'est vrai qu'on est sur une chaîne qui part bien avant, bien sûr, l'IA, puisqu'on est sur des traçabilités d'individus avant tout et de relations à un service. Et c'est ce que je n'entends pas en fait. Et il y a aussi l'aspect prédictif. La prédiction qui va aller chercher effectivement des mouvements, des regroupements qui vont se faire et qui vont pouvoir aussi renseigner sur l'intervention, qu'elle va être humaine ou bien quelle qu'elle soit. Donc ça, c'est sur l'aspect prédictif. Prospective, oui, mais prédictif, comment aussi vous embarquez, excusez-moi, cet aspect-là, surtout dans la gestion de foule ou de ce qui va se passer sur les Jeux Olympiques, qui va être une priorité pour moi et pour tout le monde, je pense. Hein. Merci. Alors, qui veut répondre? Alain Ferbach, peut-être? Actuellement, oui, c'est sûr qu'on est dans l'action et le but, c'est détecter un mouvement de foule, on renvoie l'information à l'opérateur et l'opérateur, lui, il a la connaissance métier, il sait s'il doit intervenir, combien d'hommes il doit envoyer, etc. Et la suite après, ça va être sur du prédictif. Alors nous, on n'est pas spécialisé dedans, on le sera peut-être, on en fera après, peut-être un peu plus tard, mais en tout cas, il y a déjà des sociétés qui travaillent dessus, une société américaine qui est bien connue, Palantir, qui a beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Et c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, l'intelligence artificielle est là pour gérer des informations qui sont maintenant bien trop complexes et nombreuses en fait surtout. Parce que regarder un écran, tout le monde sait le faire. Par contre, regarder 10 ou 15 écrans à la fois, ça on ne sait pas le faire et justement c'est pour ça que l'IA est faite pour ça. Et la même chose, croiser des patterns entre les jours fériés, la pluie, le beau temps, etc. Et le nombre de... Parce que moi par exemple je discute avec des policiers municipaux, ils me disaient, nous tout simplement, on sait que quand il y a des fortes pluies, on va avoir 15 accidents scooter dans la journée. Voilà, on le sait, on est habitué. Et ça, on pourrait avoir cette connaissance-là avec plein d'autres facteurs externes liés avec une IA pour pouvoir prédire des événements. Alors, justement, prédire les crimes, ça a été fait justement par certaines sociétés, mais prédire aussi d'autres choses, des mouvements de foule, parce qu'on sait qu'il y a un capteur au bout de la rue là-bas qui commence à nous indiquer qu'il y a une congestion. On sait que 3 rues plus loin, il vient d'avoir un son important qui fait que potentiellement ça va se propager, qu'il va y avoir un mouvement de foule important. Ça, c'est des choses qu'on pourra faire avec l'IA. Et l'IA est fait pour ça, pour justement digérer cette information qui est trop nombreuse actuellement. Luc Jouve, vous voulez intervenir, ou Philippe Leclerc?
Oui, je voudrais vous rassurer sur le fait que la problématique est bien prise en compte. Au niveau national, il y a déjà des expérimentations qui sont en cours, il y a des projets en consortium qui sont mis en œuvre sur la voie publique, mais aussi dans des gares ou dans des stations de métro pour pouvoir justement non seulement constater, mais anticiper, et anticiper en cas d'incident sur différents scénarios. Et également au niveau européen, on travaille aujourd'hui sur un projet à l'échelle européenne de mouvement de foule dans le cadre de grands événements, dans des lieux clos, avec différents acteurs. Aujourd'hui, il y a une centaine d'acteurs qui sont positionnés sur cette problématique. Alors, c'est des caméras, c'est des drones, c'est des ballons, c'est des capteurs IoT, mais tout ça derrière, avec de l'IA. Il ne faut pas oublier la colonne vertébrale de tout ça. On parle de l'IA, mais l'IA, c'est aussi la cyber, les serveurs, la 5G, la 4G, la 6G, le cloud. Donc il y a tout cet écosystème qui doit être pris en compte. Et aujourd'hui, le mouvement de foule, c'est une véritable priorité pour beaucoup d'États, au même titre que la surveillance des frontières ou autres. Et l'IA sera sans nul doute une grande aide. Luc Jouve, non, un petit mot? Non, rien de plus. D'accord. Tout a été dit. Ben, bravo. Une autre question, une dernière question? Oui. Bonjour, je suis juriste et ma question serait beaucoup plus sur l'aspect éthique. Je voudrais savoir, quand on sait qu'avec les systèmes d'armes létaux autonomes associés à l'intelligence artificielle, la guerre sera évidemment révolutionnée. Et sachant que l'éthique est différente, comme vous l'avez dit, de là où on se situe, est-ce qu'au final, la solution ne serait pas de faire une régulation internationale qui pourra inclure justement, trouver une sorte de consensus comme on l'a avec les armes chimiques ou le nucléaire? Alors ça, c'est une question pour Stéphane Le Douaret, je parie. Oui, alors c'est justement la réflexion que j'ai eue dans mon livre. En fait, j'en suis arrivé à la conclusion qu'effectivement, la solution serait, par exemple, que l'OCDE ou que l'ONU, qu'une grande instance prenne les choses en main, d'un côté. Mais de l'autre côté, on a aujourd'hui un bouleversement du monde qui est passé du monde unipolaire à aujourd'hui un monde multipolaire. Et la montée des BRICS d'un côté, l'arrivée de l'Afrique, l'énervement, on va dire, du monde occidental et des États-Unis en particulier, qui perdent un peu de pouvoir, fait que ce consensus qu'on pourrait avoir de façon globale et mondiale va être très compliqué à obtenir. Donc d'un côté, ça serait l'utopie, ça serait effectivement d'arriver à s'entendre tous, et de l'autre côté, on a un monde multipolaire qui ne permet pas aujourd'hui, à mon avis, ça. Et donc la solution transitoire dans un monde qui est en plein bouleversement en fait, c'est de regarder ce qui se fait ailleurs et de pas rester dans un monde de bisounours en se disant qu'avec nos normes on va pouvoir simplement normer et sans avoir de gros bâtons derrière en disant nos normes suffisent. Et non, les normes ne suffisent pas. Si on n'a pas la puissance, les normes ne suffisent pas. Donc en fait il faut continuer à regarder ce qui se passe autour et espérer qu'on est au même niveau quand même. Parce qu'il y a une compétition aujourd'hui. Alors, merci. Pardon. Philippe Leclerc, un tout dernier mot rapide. Moi, je suis assez pessimiste sur cette possibilité. Bon, effectivement, aujourd'hui, la France n'envisage pas d'utiliser des drones offensifs, des drones tueurs, contrairement à d'autres pays. Mais au moment où on constate que de plus en plus de pays se retirent des traités sur l'utilisation des armes nucléaires ou des armes chimiques, le fait d'avoir un consensus sur l'utilisation commune ou la non-utilisation de telles armes, ça me paraît un peu utopique, malheureusement. Alors, Alexandre, mes 2 mots. Vous avez un article, un essai qui est assez intéressant dans mes souvenirs, qui a été fait par un militaire de l'école de guerre sur la revue numérique Stratégia, qui questionne la robotique et l'IA sur le champ de bataille. Et il finit en posant une question assez intéressante, qui est cette fois-ci une question qui est posée aux politiques. Et il enlève la notion d'éthique sur la prise de décision d'un robot qui tue ou pas, selon quelles conditions. Il questionne quelle serait la faute morale d'un gouvernement d'avoir décidé de ne pas investir l'IA et ce genre de cas d'usage
quelle serait la faute morale parce qu'ils s'ils se retrouvaient finalement dans une situation de bataille perdue, une guerre perdue parce qu'il n'a pas eu le courage politique et de vision de prendre cette décision et questionner plutôt à la fin la notion de faute morale plutôt que l'éthique. En tout cas, moi j'ai trouvé ça passionnant, ça fait 30-40 pages, c'est très bien écrit, c'est très structuré et je trouve que c'est intéressant dans le raisonnement. Luc Jouve, finalement, vous voulez prendre la parole. Oui, juste si on parle d'éthique, bien sûr il y a le problème de la guerre, mais il y a le même problème sur par exemple les voitures autonomes. À un moment donné, s'il doit y avoir un accident, la voiture autonome devra prendre la décision entre percuter un enfant de 5 ans ou percuter un vieillard de 95 ans. Ça fait partie de l'éthique, ça fait partie de celui qui va coder. Ensuite, pour terminer sur un point positif, si on prend l'intelligence artificielle en médecine, ça permet de faire beaucoup de progrès. Et si on prend des professions comme les radiologues qui risquent à terme de disparaître, aujourd'hui, une intelligence artificielle est capable d'interpréter un scanner à 95% et de détecter une tumeur, alors que l'humain n'est capable que de 80%. Donc naturellement, si on vous pose la question, est-ce que vous préférez diagnostiquer par une intelligence artificielle ou par un médecin ? Si vous avez 95% d'un côté et 95% de l'autre, naturellement, vous irez vers l'intelligence artificielle qui va nous permettre d'évoluer. Merci messieurs pour votre participation. Vous pouvez les applaudir pour leur expertise. Je vous souhaite bon appétit et je vous dis à 14h pour la suite des formations et des conférences qui se tiendront cet après-midi.